Imaginons un instant un lycée flambant neuf, des professeurs d'élite, du matériel pédagogique dernier cri et un emplacement de rêve dans une grande capitale africaine en pleine effervescence. Ouais, sur le papier, c'est vraiment la recette absolue du succès. Mais grave. Et pourtant, les couloirs résonnent à vide. À chaque rentrée, c'est la douche froide. Les bancs restent désespérément inoccupés. Ce qui est terrible à vivre pour une équipe pédagogique, en fait. Absolument. Aujourd'hui, notre exploration en profondeur plonge justement dans les rouages d'un véritable désastre marketing éducatif et surtout dans la manière précise de le réparer. Je suis vraiment ravie d'analyser ça avec toi aujourd'hui. Et moi, je suis ravi d'être là pour décortiquer ce cas d'école, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Alors, pour comprendre pourquoi ce mythe de la qualité qui se suffit à elle-même s'effondre, on va s'appuyer sur une source tout simplement fascinante. C'est un support de cours académique très pointu. Un document issu d'un Master MEF, c'est bien ça? Le management des établissements d'enseignement et de formation. Exactement. C'est un module de communication institutionnelle présenté par Amani Zaberou. Et ce qui valide vraiment la solidité du truc, ce sont les sceaux qu'il porte. On parle de poids lourds de la francophonie, comme l'Université Senghor, l'Agence universitaire de la francophonie et l'École normale supérieure. Donc on n'est pas du tout sur de la théorie abstraite, c'est de l'ingénierie appliquée. Voilà. Et le terrain d'application, il est parfait. Le document nous livre le brief annonceur d'un cas réel, un lycée d'enseignement général situé à Bamako, qui s'appelle Les Élites. Un nom qui annonce la couleur. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, la mission de notre analyse, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre cette ingénierie invisible. Comment on passe d'une coquille vide à une école qui fait le plein. OK? Décortiquons ça. Allons-y. Plantons ce fameux décor, parce qu'il est profondément paradoxal. Le lycée Les Élites a ouvert ses portes il y a 3 ans. L'offre éducative est, genre, irréprochable. Mais les inscriptions stagnent dramatiquement. Pourquoi avoir un excellent produit ne suffit plus? Il faut replacer cette école dans son écosystème. Ce qui est fascinant ici, c'est la densité du marché éducatif privé dans une capitale ouest-africaine comme Bamako. C'est ultra compétitif, c'est ça? Mais totalement. De nouveaux acteurs émergent constamment. Pour capter une classe moyenne qui cherche une ascension sociale. Si une institution se contente d'exister en espérant que le bouche à oreille fasse le travail, elle devient tout bonnement invisible. Et le document montre bien qu'ils ont essayé de faire des choses, non? Oui, mais par le passé, l'école a pratiqué ce qu'on pourrait appeler de la communication cosmétique. Attends, c'est-à-dire cosmétique comment? Ils se contentaient de quelques affiches placardées en ville, sans grande cohérence, et genre un ou deux passages à la radio juste avant la rentrée. Des actions complètement éparses. Ah ouais, au petit bonheur la chance, quoi. C'est exactement le genre de détail qui fait réaliser l'ampleur du gâchis. Se contenter d'affiches au coin de la rue quand on a investi massivement dans des profs de haut niveau, euh, c'est littéralement comme organiser le gala de la décennie. Oui, la grande soirée. C'est ça. On loue une salle somptueuse, on engage un orchestre, un traiteur étoilé, et le jour J, on décide d'envoyer les invitations par pigeon voyageur en pleine tempête. C'est une métaphore très cruelle. Mais tellement vrai. En interne, on sait qu'on est prêt, mais à l'extérieur, personne n'est au courant. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ta métaphore illustre la confusion fatale entre une tactique et une stratégie. Ok, développe un peu pour voir. Faire imprimer des affiches ou acheter un spot radio, ce sont juste des tactiques. C'est le simple fait de faire du bruit. Mais ce bruit, il n'a aucune valeur s'il ne repose pas sur une stratégie de fond. Une compréhension du terrain, tu veux dire. Exactement. Savoir ce que font les concurrents et définir le message exact qu'on veut projeter. Et c'est pour pallier cette erreur que le fondateur a fini par dire stop. Fini l'improvisation. Et pour le coup, il ne fait pas les choses à moitié pour cette nouvelle rentrée. Il débloque une enveloppe budgétaire très sérieuse, genre 5 millions de francs, pour un vrai plan de com. Ce qui est un investissement majeur. Mais le document impose une règle stricte. Avant de dépenser le moindre centime, il faut faire une introspection. Le fameux bilan de santé de l'entreprise. Voilà, le diagnostic SWOT. Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est la pierre angulaire. L'école doit acter que ses forces, donc les locaux et les profs, sont littéralement neutralisées par ses faiblesses. À savoir, le fait que personne ne les connaît. C'est ça, un manque cruel de notoriété. Et c'est sur cette prise de conscience que le vrai travail psychologique va commencer. Et justement, ce budget de 5 millions va financer une mécanique intellectuelle ultra précise. Le cours structure l'effort autour de 3 objectifs qui agissent comme un entonnoir pour le cerveau. Le fameux entonnoir de conversion.
Oui, alors il y a l'objectif cognitif, ensuite l'affectif et enfin le conatif. C'est le cœur du réacteur en psychologie de l'engagement, ça. Avant de demander à une famille de faire un effort financier pour inscrire son enfant, ce qui est la phase conative, le passage à l'action, il y a des prérequis. On ne peut pas brûler les étapes? Impossible. Le premier bloc, c'est le cognitif, la base de la perception. Il faut d'abord que le public sache que l'institution existe. Bah oui, on ne peut pas choisir une école dont on ignore l'existence. Absolument. Et ensuite vient le deuxième palier, l'affectif. Une fois qu'on n'est plus anonyme, il faut générer de l'attrait, construire une image rassurante. Faire agir. Exactement. C'est seulement avec cette notoriété et cette confiance qu'on peut déclencher l'inscription. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour alimenter cet entonnoir, la direction a opté pour un positionnement qui, franchement, m'a laissé perplexe au début. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a surpris? Ils ont structuré leurs promesses sur 3 niveaux. D'abord un axe objectif, genre une formation de qualité, ok, classique. Ensuite un axe psychologique pour les élèves, vous serez les élites de demain. Très ambitieux. Et enfin, le clou du spectacle, la posture symbolique où ils s'autoproclament l'école des leaders. J'avoue que la ficelle m'a paru énorme. S'autoproclamer école des leaders quand on n'arrive pas à remplir une classe de seconde, c'est pas d'une arrogance absolue. C'est une réaction super naturelle de penser ça. C'est le vertige classique de l'institution qui doit se définir publiquement. Souvent, la peur du jugement pousse à la modestie. Surtout quand on a des couloirs vides. Oui, on fait profil bas. Mais la mécanique enseignée dans ce master démontre l'inverse. L'audace n'est perçue comme de l'arrogance que lorsqu'elle sonne creux. Et ici, ça repose sur une vraie preuve, les infrastructures et le niveau des profs. Donc cette arrogance assumée, c'est presque un bouclier pour eux. Mieux qu'un bouclier, c'est un phare. Dans un marché saturé comme Bamako, la modestie, c'est un poison mortel. Pour survivre, le document précise qu'il faut être distinctif et crédible. D'accord. Donc revendiquer ce statut de leader, c'est forcer le marché à les regarder autrement. Voilà. Il faut imposer une stature pour être pris au sérieux. On ne parle pas de la même façon à un ado qui rêve de succès et à un parent qui compte ses sous à la fin du mois. Ah, la fameuse question du ciblage. Exactement. Fini l'arrosage global d'affiches, le plan détaille un ciblage primaire, donc élèves et parents, et un ciblage secondaire, la famille élargie. Et ça, intégrer la famille élargie, c'est un trait de génie sociologique pour le contexte. Pourquoi spécifiquement en Afrique de l'Ouest? Parce que la décision éducative dépasse le simple noyau nucléaire. Les oncles, les tantes, les grands-parents participent souvent financièrement ou influencent la réputation de l'école lors des repas de famille. C'est super juste. Et alors, les détails démographiques de cette cible m'ont vraiment fait bloquer. Ils visent tout Bamako, les 16 à 60 ans, mais surtout ils incluent la catégorie de revenus au SMIG. Le salaire minimum, oui. Mais comment une même campagne qui te promet de devenir l'élite de demain peut parler à la fois à un lycéen de 16 ans et à un grand-parent de 60 ans qui gagne le SMIG? C'est le grand écart absolu. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est précisément dans ce grand écart que réside l'intelligence de la campagne. Ils ne font pas un message monolithique. C'est une stratégie à double fond. Un véritable cheval de Troie psychologique. Un cheval de Troie, j'adore l'image. Explique-moi ça. D'un côté, tu as l'extérieur du cheval de Troie. Il est brillant, majestueux, auréolé de prestige. C'est le message symbolique d'appartenir à l'école des leaders. Ça, c'est pour éblouir l'ado. Tout à fait. L'adolescent s'identifie à cette promesse de statut social. C'est lui qui fait entrer l'idée du lycée à l'intérieur de la maison. Mais une fois que le cheval est dans le salon, il faut convaincre le banquier de la famille. C'est ça. Le parent qui gagnait le SMIG et qui va faire un sacrifice énorme, il s'en moque du vernis de gloire. Il veut des garanties sur l'avenir de son enfant. Et c'est là que les soldats sortent du cheval de Troie. La fameuse preuve pédagogique. Exactement. L'étude qualitative le souligne. La motivation numéro 1 des parents, c'est le savoir-faire. Donc, on utilise le prestige pour ferrer l'élève et le sérieux académique pour rassurer le parent sur son investissement. C'est brillant. Mais cette même étude qualitative lève le voile sur un truc assez glaçant. Le frein principal à l'inscription, c'est pas le prix, ni la distance, c'est une mauvaise image. Ce qui est paradoxal pour une école flamande neuve, n'est-ce pas? Totalement. Comment une école avec de super profs et aucun scandale a pu développer une mauvaise image en seulement 3 ans? C'est une règle de base en communication. La nature a horreur du vide. Une institution ne peut pas choisir de ne pas communiquer. Son silence est un message en soi. Ah, donc comme ils n'ont rien dit pendant 3 ans, les gens ont inventé une histoire.
Exactement. Les passants voient un immense bâtiment moderne à moitié vide. L'esprit humain cherche des explications, donc il déduit qu'il y a un loup. Les profs doivent être mauvais ou la gestion catastrophique. C'est fou de se dire que la rumeur publique a comblé le vide narratif. Et la rue est rarement bienveillante envers ce qu'elle ne comprend pas. Donc l'urgence vitale du plan, c'est de reprendre le contrôle de cette narration. Reprendre le contrôle, oui. Mais avoir une belle histoire, c'est bien beau, encore faut-il la diffuser au bon endroit. Et c'est là qu'on entre dans le plan de bataille, soumis à la tyrannie du calendrier. Une stratégie sans calendrier d'exécution, c'est juste un vœu pieux. Le document détaille une répartition très stricte. Ouais, alors les moyens primaires, c'est la télévision, une page Facebook et accroche-toi bien, une page LinkedIn. Et pour les moyens secondaires, on a le prospectus physique et le sponsoring d'événements. Avec une contrainte absolue sur le respect de la charte graphique, le logo, les couleurs. Pour imposer une cohérence visuelle dans l'esprit du public, enfin. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? La télé, pour Bamako, c'est évident, c'est un média de masse pour la notoriété. Facebook, c'est l'agora numérique, ok. Mais LinkedIn ? Ça t'a surprise, hein? Quand j'ai lu ça, j'ai relu 2 fois. Une stratégie LinkedIn pour un lycée général. En principe, tu vas sur LinkedIn pour chercher du boulot ou lire des articles sur le management, pas pour inscrire ton ado au lycée. Et pourtant, c'est un piège de velours d'une efficacité redoutable. J'ai fini par comprendre la logique, oui. C'est pour traquer les parents sur leur lieu de réseautage, non ? C'est là que le ciblage sociologique prend tout son sens. Une part cruciale des parents solvables, ce sont des fonctionnaires ou des cadres. Où est-ce qu'ils passent du temps numérique au bureau? Sur LinkedIn. Et ils y sont dans un état d'esprit orienté vers la réussite sociale ? Exactement. Contrairement à Facebook où tu cherches à te divertir, sur LinkedIn, tu es dans une posture de bâtisseur. Te parler à ce moment-là de l'école des leaders pour ton enfant, c'est plus une pub scolaire, c'est une opportunité d'investissement social. C'est super malin. Et tout ce mix médiatique est orchestré sur un sprint de 3 mois, août, septembre, octobre. Avec chaque mois finement découpé en 4 semaines d'action. Une vraie rigueur militaire. La beauté de cette chronologie, c'est qu'elle épouse l'entonnoir psychologique dont on parlait tout à l'heure. En août, c'est le travail de l'ombre. On monte les spots, on imprime les flyers. On forge les armes en fait. C'est ça. Puis vient septembre. La tension monte avec la rentrée. Là, le spot télé sature les écrans pour la phase cognitive, la notoriété. Et on inonde la ville de prospectus. Il faut d'ailleurs s'arrêter sur ce prospectus physique. On le sous-estime trop à l'ère du numérique, mais il est central dans la phase conative, l'action immédiate. Pour rassurer avec quelque chose de tangible. Voilà. Remettre un document imprimé, avec une belle charte graphique, ça matérialise le sérieux de l'école. Le parent le ramène chez lui, le pose sur la table du salon, la qualité du papier rassure sur la qualité des murs, littéralement. J'adore cette image. Et en octobre, une fois les élèves installés, le budget pivote vers le sponsoring d'événements. On entre dans la phase affective. L'école s'enracine dans la vie sociale de Bamako. Ce qui impressionne vraiment, c'est la rigidité du budget. Chaque centime des 5 millions est tracé. Coût unitaire, fréquence. L'institution éducative ne peut plus se permettre d'être idéaliste, elle doit appliquer une vraie science de la persuasion. Pour résumer le parcours, le lycée Les Élites passe du statut de navire fantôme à une vraie machine bien huilée. En alignant la réalité de son offre avec ce plan millimétré, l'école comble le fossé qui l'isolait. Un bel exemple de retournement de situation. Et l'enseignement en tiré a une valeur universelle pour quiconque nous écoute. Que vous lanciez une start-up, un projet associatif ou une nouvelle offre au travail, ce cas est un avertissement. Avoir le meilleur produit ne suffit jamais. Sans une structuration stratégique pour forger la notoriété et dicter l'action, les meilleures intentions prennent la poussière. C'est la dure loi du marché, malheureusement. Mais cela soulève une question importante pour terminer notre analyse. Je t'écoute. Quelle est cette question ? Quand on voit toute cette ingénierie, son efficacité est indéniable. Mais le fait qu'un lycée d'enseignement général doit financer des spots télé, faire de l'infiltration ciblée sur LinkedIn et dépenser des millions juste pour remplir ses classes, à quel moment l'éducation cesse d'être un service social fondamental ? Ah, pour devenir un produit de consommation hyper compétitif, tu veux dire ? Exactement, soumis aux mêmes règles de séduction qu'une marque de voiture ou de smartphone. C'est une réflexion qui change complètement notre façon de voir les institutions autour de nous. Le savoir doit désormais se battre pour capter l'attention. Voilà une perspective fascinante que l'on laisse à la réflexion de notre auditeur aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette analyse. Tiens, merci à toi, c'était passionnant.